Tango Koki avec Stéphane Balamongue. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre magazine que vous aimez beaucoup, Tango Koki. Tango Koki, Tolobela Mboka Nabiso, peut être RDC et Zali Mboka Monene. Chers compatriotes, aujourd'hui, annoncer qui Dr Noël Tchani na banque, le but que Yenda vous en a décidé, c'est Yenda comme gouverneur, qu'on a remplacé Oyo. Est-ce vrai ou faux? Le binda qu'on a commis sécurisé. Voilà. Wana eza oyo bakino ba lobby et ba lobby en partout, ba to ba benina de partout. Ça c'est de un. Ba tout ça ba bisina, mais pourquoi Noël Tchani ba maquiller premier ministre té? Ah, point de vue nabino. Le premier ministre a payé la priorité naïe. Il a parlé de l'éducation, il a parlé des soins de santé, il a parlé bien sûr de la question liée au développement, au Canabiso, il est allé plus loin aussi pour parler de l'insécurité à l'Est et dans l'espace Katanga, pour citer, il a aussi épinglé la justice. Les Camerounais c'est que dollar et du marché congolais nyonso. Comment faire pour lutter vraiment contre ces phénomènes, pour éduquer la population? C'est parmi des questions qu'on traitait dans la émission. Nous n'allons pas oublier qu'aujourd'hui, Kalev répond à l'invitation à niveau du parquet. Chers compatriotes, pour bien faire le travail, nous sommes descendus sur le terrain pour, bien sûr, interroger quelqu'un que vous aimez bien. Il s'agit de Noël Tchani. Et le docteur, il fut candidat président de la République démocratique du Congo dans l'élection il y a 2018. Noël Tchani a une vision pour la RDC. Alors, je ne serai pas seul sur ce plateau, accompagné bien sûr de Marilou, Libira Bokola comme d'habitude. Chers compatriotes, nous sommes là et nous disons bonjour, docteur Noël Tchani. Bonjour, merci de me recevoir sur votre plateau. Vous allez bien, nous espérons. Je me porte à merveille, en parfaite santé. Beaucoup de gens pensaient que vous serez le Premier ministre, mais d'un coup, on se rend compte que vous n'êtes pas nommé. Déçu. Dieu merci, je suis très content de ce que je suis pour le moment. Comment ça? On ne peut pas tout faire, hein, donc les décisions pour choisir le Premier ministre ne sont prises que par une seule personne dans ce pays. C'est le président de la République. Il n'a plus au président de la République de choisir l'un de nos compatriotes d'occuper ce poste-là. Nous ne devons que nous incliner devant ce choix. Il n'y a pas d'explication à donner. Avec beaucoup de polémiques autour de lui, on dit aujourd'hui qu'il serait levé à Kagame, qu'il serait rwandais, burundais, des choses un peu compliquées à analyser. Comment vous répondez d'abord à ces polémiques de la rue? Je ne veux pas entrer donc dans ça. Très bien. Je crois que ceux qui soulèvent ces questions, ils ont leur motivation, ils ont leurs raisons. Je ne connais pas ce Premier ministre quand il était né, de quels parents il sort. Je ne peux pas aller entrer dans ces histoires-là. Je sais simplement que nous sommes 100 millions de Congolais. Et les 100 millions de Congolais que nous sommes des Congolais. Donc je ne peux pas aller commencer à spéculer sur qui est venu de quel pays, qui est neveu de telle personne. Ça, je pense que c'est trop bas. Merci. Docteur Noël Tchani, première thématique. On vous comptait, non, la rumeur d'abord sur qu'il, que votre maison est bien sécurisée et que vous êtes nommé au niveau de la banque. Est-ce vrai ou faux? La sécurité, c'est quelque chose de très sensible. Chacun de nous a besoin d'être sécurisé. Donc, je ne veux pas commenter là-dessus, je ne veux pas aller dans les détails, mais c'est tout à fait normal que quand on est une personnalité politique, qu'on se sente en sécurité. Et quand il y a telle ou telle préoccupation, que cette sécurité soit renforcée. Donc je voudrais me limiter à ça, je ne vais pas parler de ça, parce que il n'y a pas de raison de s'étaler sur les réseaux sociaux sur ça. Maintenant, en ce qui concerne l'information qui circule sur les réseaux sociaux, que je serai nommé directeur général des politiques monétaires à la Banque centrale, c'est une information fausse, c'est un fake news. Je voudrais dire à nos compatriotes comment la Banque centrale du Congo est organisée. Vas-y. La banque est gérée par un gouverneur qui n'est pas un directeur général. Elle est gérée par un gouverneur.
appuyé, d'après l'ancienne loi sur l'organisation et le fonctionnement de la Banque centrale, il est appuyé par un vice-gouverneur. Et d'après la nouvelle loi qui doit être mise en œuvre maintenant, le gouverneur est assisté ou sera assisté de 2 vice-gouverneurs. Un en charge des questions de politique monétaire et l'autre en charge des questions d'administration. En dessous du gouverneur et du vice-gouverneur, il y a toute une ribambelle des directeurs. Un de ces directeurs-là, on l'appelle directeur général en charge de politique monétaire et l'autre, c'est un directeur général en charge de l'administration. Et en plus de cela, il y a les directeurs des études, les directeurs d'autres secteurs spécialisés donc, au sein de la Banque centrale. Donc, c'est quand même curieux que les gens pensent que le gouverneur actuel nomme quelqu'un de l'extérieur pour venir occuper un poste de directeur alors qu'il a des directeurs qui sont déjà à l'intérieur de la banque. Donc c'est une information qui est totalement fausse. Je n'ai jamais été nommé comme directeur général en charge de politique monétaire. Je ne serai pas consulté. C'est comme je dis, c'est un poste à l'intérieur de la Banque centrale. Si on a besoin de nommer un directeur général en charge de politique monétaire, c'est le gouverneur qui cherche parmi ses directeurs à l'intérieur de la banque. Il ne va pas aller faire recours donc à quelqu'un à l'extérieur. Donc je crois que les gens confondent comment une banque commerciale fonctionne. Une banque commerciale est gérée par un directeur général. La Banque centrale est gérée par un gouverneur. Un directeur général au sein de la Banque centrale du Congo n'est qu'un directeur parmi tant d'autres. Donc, je ne suis pas cette personne-là qu'on nommerait directeur général à l'intérieur de la Banque centrale du Congo parce qu'il y a tout plein de directeurs là-bas et ils peuvent choisir l'un d'entre eux pour occuper donc ces fonctions-là. Le président Noël Tchani, puisque nous en parlons déjà de la Banque centrale, parlons donc de la monnaie de la République démocratique du Congo, qui est le franc congolais, par rapport à sa place quant à la politique socio-économique, la politique monétaire dans le monde entier. Où serait la place du franc congolais aujourd'hui? Ce n'est un secret pour personne que la politique monétaire de la République démocratique du Congo a échoué. Nous avons une constitution qui, en son article 170, dit clairement que le franc congolais est la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national. Mais qu'est-ce que nous constatons dans la pratique? Dans la pratique, on trouve que le franc congolais est devenu marginal dans son propre pays, représente à peine 5% de la masse monétaire du pays. Ça veut dire que 95% de la masse monétaire de la République démocratique du Congo se trouve dans des devises étrangères, le dollar, l'euro, mais également les monnaies des pays voisins circulent librement sur l'étendue du territoire national. On trouve du franc CFA, le kwacha zambien, le shilling ougandais, le franc rwandais, le franc burundais. On trouve toutes ces monnaies-là qui circulent librement sur notre pays. Nous avons perdu ce que j'appelle l'exclusivité monétaire. L'exclusivité monétaire veut dire que la seule monnaie qui peut circuler dans le pays est celle qui est autorisée par la Constitution. Donc, il y a échec total de la politique monétaire conduite par la Banque centrale du Congo jusqu'à présent. Donc, et il y a des conséquences à cela. Quand il y a des monnaies étrangères qui circulent dans ce pays, ce que ça veut dire, c'est que, la Banque centrale, en tant qu'autorité monétaire, est incapable de conduire une politique monétaire responsable. Parce que la politique monétaire consiste en quoi? Elle consiste au contrôle de la liquidité qui circule dans l'économie. C'est-à-dire que la Banque centrale, si elle estime qu'il n'y a pas suffisamment de liquidité, elle peut imprimer de l'argent et injecter dans l'économie. Et si elle estime qu'il y a trop d'argent qui circule dans l'économie, elle peut absorber ces liquidités-là pour que les niveaux des prix restent stables. Or, quand on a des monnaies étrangères qui circulent dans le pays, la banque n'a pas cette capacité d'impression de devises étrangères en cas de nécessité. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas concevoir et mettre en œuvre la politique monétaire de façon responsable. Ça, c'est la première conséquence. Deuxième conséquence, c'est le coût. Il coûte très cher à la République démocratique du Congo de laisser les devises étrangères circuler dans le pays. Je vais m'expliquer. Pour avoir un billet, par exemple, du dollar, on prend un papier, on y met des dessins
il y a le secrétaire du Trésor qui signe et le coût de fabrication de ces billets est de 10 cents par exemple. Mais quand on a fabriqué le dollar, la valeur faciale du dollar est de 100 cents. 1 dollar, ça veut dire 100 cents. La différence entre 100 cents, la valeur faciale du dollar, et le coût de fabrication de ce billet-là de 10 cents, la différence donc de 90 cents, ça représente le bénéfice que s'est fait le fabricant du dollar, qui est qui? Le Trésor américain. Ce que ça veut dire, c'est que quand on laisse le dollar circuler en République démocratique du Congo, il y a les 90, les 90 cents de bénéfices qui échappent au Trésor public congolais et qui accroût à qui? Au Trésor américain. Ça veut dire que sur chaque dollar que chaque Congolais touche en RDC, la RDC a perdu 90% de cela. Comment faire pour pallier à cette situation? Je voudrais terminer. Merci, vas-y. Lorsque on regarde maintenant l'économie de la RDC, nous avons un PIB total d'environ 50 milliards de dollars. Et quand on dit que 95% de l'économie se trouve en dollars, ça veut dire 95% des 50 milliards. Bon, approximativement, je n'ai pas fait de calcul, mais approximativement, on tourne autour donc de 46-47 milliards de dollars. À supposer que tout ce PIB est monétisé, c'est-à-dire que est exprimé donc en dollars, parce que c'est ça la réalité. Ça veut dire que la RDC perd environ 47 milliards de dollars sous forme de revenus de seigneuriage transférés subtilement au Trésor américain, et nous fonctionnons comme un pays à perte. D'où il faut qu'on mette fin à la dollarisation pour remettre le peuple congolais dans ses droits, parce qu'on ne peut pas continuer à fonctionner pour alimenter l'économie américaine, et nous continuons donc à subir des pertes. Et pour compenser ces pertes-là, vous savez quoi? Les bailleurs de fonds viennent maintenant, ils nous disent qu'on va nous prêter autant d'argent. Donc, nous perdons l'argent qu'on devait gagner et nous allons nous endetter pour pouvoir suppléer au déficit que nous avons nous-mêmes créé. Nous devons mettre fin à cela en gérant correctement donc, le franc congolais pour arrêter ces revenus de seigneuriage qui sont transférés. Donc, ce Docteur Noël Tchani, là, vous ne voyez pas que nous risquons trop. Mettre fin au dollar dans notre pays, au moment où nous savons très bien que l'économie de notre pays est plus soutenue par le dollar, le marché, vente, achat, tout ça, c'est plus que le dollar. Mais voyez-vous pas que nous risquons de tomber? Non, mais toutes les économies de tous les pays du monde fonctionnent de la même façon. La nôtre. Non, mais je dis bien, je réponds à cette question-là. Oui. Je prends l'économie du Congo-Brazzaville. Vous croyez que le Congo-Brazzaville, ils produisent tout ce dont ils ont besoin là-bas? Ils importent au même titre que nous importons. Ils dépendent du dollar au même titre que nous dépendons du dollar. Mais chez eux, ils utilisent le franc CFA, qui est leur monnaie régionale. L'économie des îles du Cap-Vert. Vous croyez que le Cap-Vert est un pays qui produit tout ce dont elle a besoin? Non, elle importe au même titre que la RDC donc importe. Elle dépend de la disponibilité des dollars. Tous les pays du monde, l'Indonésie, l'Afrique du Sud, le Botswana, la Belgique, la France, toutes les économies du monde fonctionnent de la même façon. Mais il y a des pays qui ont des yeux ouverts pour gérer correctement donc leur monnaie et pour éviter des déficits budgétaires chroniques qui font que la Banque centrale est obligée donc de recourir à la planche à billets. Donc c'est ça qu'on appelle la gestion conservatrice de la monnaie. Donc nous ne sommes pas seuls sur la planète. Nous devons faire ce que les autres font pour avoir une monnaie crédible, une monnaie stable. Et ce que les autres font, ils commencent par mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et à les laisser libres de concevoir des politiques économiques, budgétaires, monétaires qui permettent à ce pays-là d'avoir une monnaie qui soit stable. Président Noël Tchani, nous devons reconnaître de par vos explications bien éclaircies qu'il y a un impact qui pèse sur le social du peuple congolais de par la dollarisation, comme vous venez de le dire. Mais une chose, hier, nous sommes venus au monde, puisque nous n'avons pas connu le président Mobutu de par son exercice plein, mais du moins, quand nous sommes arrivés sur cette terre comme citoyens congolais, nous avons trouvé un franc qui pesait. Et on nous a même relaté, au fur et à mesure qu'on évoluait, que le franc Zaïre avait de l'impact sur les dollars. Qu'est-ce qui a aujourd'hui occasionné la perte de la valeur? Parce que vous avez dit qu'aujourd'hui, le dollar bat le plein en République démocratique du Congo. Il n'y a pas que le dollar, mais seulement que le dollar est la monnaie la plus supérieure à d'autres monnaies étrangères qui circulent sur le territoire congolais. Mais qu'est-ce qui a occasionné cela? Hier, le franc congolais, donc la monnaie nationale, la monnaie interne, primait. Mais aujourd'hui, du coup, elle a perdu sa valeur. On peut comprendre cela. Madame,
Je suis l'un des concepteurs du franc congolais. Ah, Je suis l'un des pères créateurs ou concepteurs donc, du franc congolais. Nous avons conçu cette monnaie-là en 1997 avec l'idée qu'elle serait une monnaie stable qui va préserver le pouvoir d'achat du peuple congolais. Et cette monnaie remplaçait une monnaie qui était très discréditée, qui était le Zaïre monnaie, qui était dans la même situation que le franc congolais aujourd'hui. Quand on a lancé le franc congolais en 1998, le 30 juin, un franc congolais achetait 72 cents d'un dollar. Je vais inverser pour que les gens comprennent ça très bien. Un dollar était égal à 1,3 francs congolais. Aujourd'hui, nous sommes à 1 dollar égal à 2025 francs congolais. Ça veut dire que sur une période de 22 ans, notre monnaie s'est dépréciée de plus de 150 000%. C'est du jamais vu dans l'histoire des monnaies à travers le monde. Maintenant, comment est-ce qu'on est arrivé à cela? Combinaison des facteurs. D'abord, l'insécurité généralisée sur l'ensemble du territoire national. Quand il y a une sécurité dans un pays, on ne peut pas attirer des investissements de qualité pour produire, pour créer des emplois. Deux, mauvaises politiques économiques. La politique économique poursuivie par les différents gouvernements successifs en République démocratique du Congo, la politique a évolué en dents de scie. Tantôt on laisse des signaux, on donne des signaux qu'on veut attirer des investissements, on veut promouvoir la production intérieure et tantôt on donne des signaux contraires donc à cela, si bien que les marchés sont confus. Troisième élément important, c'est que la politique budgétaire donc, de la RDC a été médiocre. Nous avons connu des périodes donc, de déficit budgétaire chronique. Quand on dit déficit budgétaire chronique, ça veut dire quoi? C'est que l'État dépense plus d'argent que ce qu'il a dans les caisses. Et quand vous dépensez plus d'argent que ce que vous avez dans les caisses, ce que ça veut dire, c'est que vous mettez pression sur la Banque centrale du Congo pour qu'elle fasse ce qu'on appelle la planche à billets, qu'elle monétise le déficit. Monétiser, ça veut dire, vous prenez le déficit, l'insuffisance donc des ressources sur les dépenses, et vous devez fabriquer de l'argent pour payer ces factures-là. Et quand vous fabriquez de l'argent pour payer ces factures, ça veut dire que vous augmentez considérablement la masse monétaire en circulation. Vous avez trop d'argent en circulation par rapport à la petite production que vous avez donc dans le pays. Et par conséquent, les gens sont obligés de donner plus de billets, de monnaie, pour avoir les peu d'unités de production qui existent dans ce pays-là. D'où la perte de monnaie, des valeurs de la monnaie. Quatrième élément important, c'est l'absence même de vision de la Banque centrale du Congo. L'absence de vision? De vision et de bonnes politiques au niveau de la Banque centrale du Congo. Une banque centrale, j'arrive, une banque centrale doit pouvoir défendre la monnaie nationale. C'est-à-dire faire en sorte que la monnaie qu'elle met dans le public, qui porte la signature du gouverneur, cette monnaie-là conserve la valeur. Dans notre cas ici, nous assistons à une banque centrale qui fait des transactions, même à l'intérieur du Congo, en devises étrangères, sabotant elle-même sa propre monnaie. Vous avez suivi le procès de M. Djamal. Oui, exactement. OK. M. Djamal doit recevoir de l'argent, 57 millions de dollars. Ils vont à la Banque centrale du Congo, avec leur combine là-bas. La Banque centrale fait un transfert de 57 millions qui doit arriver dans le compte de M. Djamal à la Robank, à Ecobank, mais en transitant par la Robank. M. Djamal s'organise pour arriver à la Robank à retirer en cash 57 millions de dollars, pas des francs congolais. Ça veut dire que, la Banque centrale donc, ne fait pas son travail, ne contrôle pas les banques comme il faut, et en plus de cela, c'est elle qui sabote sa propre monnaie. Vous avez suivi aussi que pendant le même procès, je ne sais plus qui, c'est un ministre, là je pense, qui était parti à la Banque centrale, et on lui a donné 1 million de dollars, quelque chose comme ça, cash, ministre Ntumba. 1 million de dollars cash. On transporte ça, on amène dans les maisons des gens, on déplace de là, on amène ça au parc Congo, dans un hôtel. Ça veut dire que on sabote sa propre monnaie qu'on a mise en circulation, qu'on est supposé de défendre. Moi, j'accuse la Banque centrale du Congo d'être en partie responsable de la faillite de la monnaie nationale parce qu'elle ne fait pas son travail comme il se doit. Très bien. Acceptons de vous poser maintenant la question, celle de savoir qu'est-ce qu'on doit mettre en place comme plan de relance pour que les francs congolais puissent récupérer leur place. C'est très important. Oui, pour que la monnaie congolaise retrouve la place qui lui revient dans l'économie congolaise, on ne doit pas se focaliser simplement sur la monnaie.
La monnaie elle est liée à d'autres facteurs Très bien. dans l'économie congolaise. C'est pour ça que moi j'ai proposé un plan qu'on appelle le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC, pour qu'on puisse mener des actions simultanées sur différents fronts qui permettent de crédibiliser la RDC, de relancer la production et d'aboutir à une monnaie nationale crédible. Ces actions sont lesquelles? Je veux me résumer parce que mon plan Marshall, actualisé, compte 50 programmes aujourd'hui, actualisé après la Covid-19. Je ne peux pas 50 programmes, mais je veux résumer les choses. Vas-y. Un, il faut qu'on rétablisse un climat de paix et de sécurité sur l'ensemble du territoire national, en restructurant l'armée, la police, les services de sécurité pour qu'ils puissent sécuriser tous les Congolais. Tout le monde parle aujourd'hui de la sécurité renforcée de Noël Tchani, mais il faut qu'on ne puisse pas renforcer la sécurité d'un seul individu. Il faut qu'on renforce la sécurité de tous les citoyens congolais sur l'ensemble du territoire national. Impérativement. Deux, il faut qu'on améliore la gouvernance. Le système de gouvernance que nous avons est pourri, au point où les ressources publiques qui doivent entrer dans les caisses de l'État, ces ressources-là, elles vont dans des poches de privés. Vous avez entendu l'inspection générale des finances parler des exonérations fiscales qu'on a données à la famille de Kabila, à telle entreprise, ainsi de suite, qui totalisent donc dans des milliards de dollars. Exonération fiscale, ça veut dire que les revenus qui doivent revenir au trésor public vont dans des poches de privés. Il faut supprimer toutes ces histoires-là. Récupérer cet argent. Déjà fait, mais ça n'a pas marché. Bon, je ne sais pas à quel niveau on l'a fait. Merci. Mais si on l'a fait correctement, on devrait voir l'impact de cela sur le trésor public avec une augmentation sensible. Troisième point. Il faut qu'on fasse tourner la justice. La justice doit être là pour trancher quand il y a des conflits entre des individus, entre des opérateurs économiques, et trancher de façon juste et équitable. Notre justice est tout sauf ce que je viens de dire là. On doit mettre l'accent sur la réforme de la justice pour que les gens, non pas simplement aient peur, mais ceux qui se comportent mal par rapport au bien de l'État, qu'on puisse les sanctionner et que l'État soit remis donc dans ses droits. 4, nous devons mettre en place une économie qui tourne. L'économie qui tourne implique la construction des infrastructures de base, la connexion donc de toutes les provinces du pays avec des routes modernes, avec des autoroutes modernes, avec des aéroports modernes, pour que les Congolais puissent avoir des activités économiques agrandies, augmentées à l'intérieur de ce territoire national. Nous avons tout sauf ça. 4, il nous faut investir donc dans ce que j'appelle le capital humain, éducation, santé, entretenir la population pour qu'elle soit en bonne santé, capable de travailler et de produire correctement. Mettre en place un système d'assurance maladie universelle, mettre en place l'éducation gratuite ou accessible à tout le monde, et au-delà de cela, entretenir cette population avec la nourriture de qualité qu'on va réaliser en mécanisant l'agriculture, l'élevage et la pêche, c'est-à-dire assurer l'autosuffisance alimentaire pour ne pas dépendre toujours de l'extérieur. Cinquième élément important, il faut que l'économie puisse permettre donc de tourner localement en industrialisant donc notre économie. Industrialiser, ça veut dire quoi? Les productions agricoles, au lieu de les produire, de les laisser pourrir donc dans les marchés, on doit les mettre dans les sachets ou dans des boîtes, c'est-à-dire créer ce que j'appelle une industrie agroalimentaire complète dans le pays. Les mines, au lieu d'extraire simplement les minéraux et d'aller les vendre donc à Hoboken, en Belgique, à Anvers et consorts, nous devons transformer ces minéraux en produits finis, produits semi-finis à l'intérieur du Congo. En le faisant, on crée des emplois pour les Congolais, et en créant des emplois pour les Congolais, on s'assure qu'il y a un pouvoir d'achat pour ces Congolais-là. Comment? En ayant des lois du travail qui garantissent un certain niveau de salaire à tout le monde qui travaille. Et moi, je propose un salaire minimum garanti d'au moins $1000 par mois pour tous ceux qui travaillent du matin au soir pendant toute la semaine dans notre pays. 6, au-delà d'avoir des salaires minimum garantis, et on crée des emplois pour tout le monde. Au-delà de cela, on doit maintenant regarder la monnaie. Parce que les gens sont payés dans quelle monnaie? Pas en dollars, pas en euros. Ils sont payés en francs congolais. Donc il faut que le franc congolais, qui constitue la base du salaire dans notre pays, soit stable pour que si on vous paye au début du mois 1000 francs équivalent à $1000, à la fin du mois, vous avez 1000 francs équivalent à $1000. Le pouvoir d'achat est préservé. Mais si on vous paye 1000 francs au début du mois, équivalent à $1000, et vous arrivez donc à la fin du mois, 1000 francs
qui ne valent plus que 500 $. Vous avez perdu le pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce que la monnaie s'est dépréciée, la monnaie nationale. Nous devons stabiliser la monnaie pour qu'à la fin de la journée, les gens préservent le pouvoir d'achat. Donc voilà, si on fait ces choses-là, et qu'on a des bonnes politiques maintenant économiques qui créent l'attrait des investissements, qu'on évite d'avoir des déficits budgétaires chroniques et qu'on évite de faire pression sur la Banque centrale pour qu'elle puisse monétiser les déficits et qu'on laisse la Banque centrale concevoir et mettre en œuvre sa propre politique monétaire, qu'on donne à la Banque centrale, en d'autres termes, l'indépendance. C'est-à-dire qu'elle ait la possibilité de dire non. Si aujourd'hui, il y a des autorités politiques qui veulent, parce que le gouvernement sera toujours demandeur, sera toujours dépensier, il y aura toujours beaucoup de dépenses. On doit acheter des bus, on doit construire des infrastructures. Alors, si le gouvernement demande à la Banque centrale de payer des factures et que la Banque centrale n'a pas de moyens dans le compte du Trésor, il faut qu'elle ait la possibilité donc de dire non. De dire non, c'est-à-dire nous n'allons pas tourner la planche à billets, vous allez attendre jusqu'à ce qu'on ait suffisamment donc de revenus pour qu'on puisse utiliser ces revenus-là pour faire face aux dépenses donc, du gouvernement. Donc, si on fait cette combinaison de choses, moi, je pense que nous pourrons avoir une monnaie nationale crédible, une monnaie qui conserve de la valeur et qui donne un pouvoir d'achat stable à la population congolaise. Merci. Vous avez compris, chers compatriotes, il s'agit là du docteur Noël Tchani, bien sûr, qui est spécialiste en son domaine et il essaie de donner un point de vue et il essaie de proposer pour que notre pays aille de l'avant. Accepter, Président, qu'on parle aussi des priorités du Premier ministre, puisque en vous écoutant, le Premier ministre a mis aussi l'accent sur la justice, il a mis l'accent sur l'éducation, la santé, l'insécurité à l'Est et dans les Katanga. Pensez-vous, avec ces priorités, on peut aussi répondre à votre occupation? Bon, je voudrais voir le programme du Premier ministre par écrit pour être à mesure de le juger et de mettre un point de vue là-dessus. Mais les choses générales qu'il a dites, ça cadre bien avec ce que je viens d'énoncer dans le cadre de mon plan Marshall. Mais je ne voudrais pas me précipiter pour donner un avis sur des choses que je n'ai pas vues, que je n'ai pas eu l'occasion d'analyser. Donc, je demande à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de se concentrer sur la rédaction de son programme. Et il va nous présenter ce programme au niveau de l'Assemblée nationale. Et nous allons juger non seulement le contenu du programme, nous allons juger la qualité de l'équipe qui va mettre en œuvre ce programme. Parce que, vous savez, les programmes, on en a eu beaucoup dans ce pays. Et ce qui est important, c'est la capacité d'exécuter un programme, de mettre en œuvre ce programme-là. Et cette capacité dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend du dynamisme de lui-même, du Premier ministre, du dynamisme de toute son équipe gouvernementale. Ça dépend de la qualité des membres du gouvernement qu'il va se choisir. Ça dépend de la disponibilité des ressources. Parce que si on a un programme qui nécessite, par exemple, 30 milliards de dollars à être mis en œuvre dans un an, et qu'on est en mesure simplement de mobiliser moins de 1 milliard de dollars, on ne peut pas réussir. Donc je voudrais donner l'occasion au Premier ministre de présenter au peuple congolais, à l'Assemblée nationale, un programme complet, cohérent, chiffré, chronométré. Et en ce moment-là, nous allons voir s'il est réaliste ou il n'est pas réaliste. Et nous allons voir si l'équipe qui compose le gouvernement est à mesure de faire ce travail-là, de livraison des résultats ou pas. Avant ça, je pense qu'on risque de se précipiter dans des conclusions hâtives. Laissons le monsieur faire son travail, on va le juger au moment opportun. Bien sûr qu'il fera son travail, monsieur le Président Noël Tchani. Il fera bien son travail parce qu'il a été nommé pour ça et le peuple congolais attend de lui une réalisation, comme vous venez de le mentionner avec insistance. Mais cela n'exclut que tout citoyen congolais aille son œil là-dessus et mette ou déjà prête des intentions sur ce qui sera fait demain. Il a résumé ses priorités en deux secteurs. Il a dit que son gouvernement sera un gouvernement avec un programme de combat pour la sécurité, la réinstallation, la restauration de la paix. Et il a dit qu'il va tout axer pour le social du peuple congolais. Alors, pour avoir passé notre première partie sur la valeur, la dépréciation de la monnaie congolaise en République démocratique du Congo. Je devine qu'il y a eu coupure de système. C'est pour ça que le chef de l'État a foutu à la porte l'ancien Premier ministre. Il a coupé l'alliance ou l'a détruit l'alliance FCC-Cash. Il y a des changements au niveau de l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée. Il y aura des changements aussi au niveau du bureau définitif
du Sénat, nous avons je devine qu'il y aura de nouvelles personnes, parce que pour l'instant, on a un Premier ministre qui, même s'il était déjà dans le système, il est moins trempé que d'autres personnes qui étaient dans ce système-là. Je pense qu'il y a une volonté de renouveau. Alors maintenant, c'est trop tôt de pouvoir se prononcer. Il faut attendre que le chef de l'État finisse la composition de toutes les équipes au niveau du gouvernement, au niveau du Sénat, au niveau de toutes les entreprises publiques, au niveau de la diplomatie, parce qu'il faut qu'on voit aussi la représentation de la RDC à travers les pays, au niveau de tout le système de justice, et nous allons faire une évaluation en ce moment-là. Pour l'instant, c'est prématuré de commencer à spéculer en disant on va réussir, on ne va pas réussir. La volonté est là, mais attendons les actes concrets. La volonté est là. Nous savons tous que la volonté est là. Dès lors que nous a initié, nous sommes tous témoins de la naissance de l'Union sacrée pour la nation congolaise. Mais une chose, nous savons la coutume. Nous avons à la présidence un tas de personnes engagées qui sont en train de consommer le trésor public. Nous avons dans des cabinets ministériels, nous avons assisté une fois de plus à un gouvernement bombé qui consomme, qui gaspille, qui dépense plus que le peuple congolais. C'est en fait là là, il est en train de faire allusion, bien sûr, au travail de vie des institutions. Et puis au cumulard, pour parler du renouvellement. Ok, moi je ne suis pas ici pour défendre l'indéfendable. Et je ne défends pas l'indéfendable. Donc je dis simplement que toutes les conditions que vous avez énumérées, c'est ça que nous avons connu jusqu'à présent. Mais il me semble que le chef de l'État a amorcé un processus pour remettre le train sur les rails, en changeant déjà les premiers ministres, en dismiss, comme on dit en anglais, en démettant tout le gouvernement avec ce premier ministre-là. Donc il y a des nouvelles personnes, des nouvelles conditions qu'on est en train de mettre en place. Je devine, en changeant même son directeur de cabinet. Il y a un nouveau directeur de cabinet au niveau de la présidence de la République. Je devine que quand il y a un nouveau directeur de cabinet, il va réexaminer l'organigramme du cabinet du chef de l'État pour déterminer si les gens qui sont là faisaient le travail ou ne faisaient pas, s'ils sont en pléthore ou en nombre suffisant pour faire juste le travail. Si on va réexaminer tout ça. Moi, je pense que ce processus doit se poursuivre avec la composition d'un gouvernement qui, j'espère, sera de taille plus réduite que le gouvernement sortant qui avait 67 ministres, un gouvernement pléthorique, budgétivore. Moi, j'ai proposé qu'il y ait un gouvernement de 25 ministres, pas plus que ça. On va voir ce Premier ministre, ce qu'il sera en mesure donc de faire. Si on a un gouvernement de 25 ministres, on peut faire tourner ce pays-là au même titre que les États-Unis fonctionnent avec 19 ministres ou l'Allemagne avec 17 ministres. Donc si on vient encore avec un gouvernement pléthorique qui coûte cher, il y aura des question marks, des points d'interrogation qui seront soulevés. Mais pour l'instant, c'est trop tôt de dire. On ne connaît pas la taille du gouvernement qu'on va nous sortir, on ne connaît pas la qualité des personnes qui feront partie de ce gouvernement, on ne connaît pas la taille du cabinet du président de la République que ce nouveau directeur de cabinet du chef de l'État va mettre en place. On ne connaît pas les animateurs au niveau du Sénat, on ne connaît pas les animateurs au niveau de nos ambassades. Il faut qu'on nomme des ambassadeurs. On ne connaît pas des animateurs au niveau des mandataires de l'État, des entreprises publiques. Tout ça, il y a encore beaucoup de cases qui ne sont pas encore cochées. Il faut attendre qu'on ait ces cases-là remplies pour qu'on ait une évaluation en connaissance des causes. Sinon, on se lance dans des spéculations qui ne sont pas constructives. Très bien. Nous sommes à présent au chapitre sécurité. Chapitre de sécuritaire, bien sûr, pour bien dire. Récemment, dans l'espace Katanga, on a tué encore. Il y a des miliciens qu'on appellerait Bakata Katanga qui tuent toujours, qui inquiètent la population. Et la présence de Joseph Kabila aussi dans le Katanga aujourd'hui est suspectée. Il y a l'affaire Chebeya et consorts. Que dites-vous? Vous êtes en train aussi de suspecter quelque chose, quelqu'un, ou vous trouvez que c'est tout à fait normal que le gouvernement doit continuer à mettre en place des stratégies appropriées pour qu'il y ait la paix dans ces points? Moi, je crois que la République démocratique du Congo est un grand pays. Oui. Et en tant que grand pays, nous avons 100 millions de Congolais. Et pour être exact, j'informe le public congolais parce que beaucoup de gens ne savent même pas. Nous sommes 101 millions de Congolais aujourd'hui là. Sur base de quelles statistiques? Bon, il y a des statistiques qui sont calculées sur le plan international. Moi, je me base sur ces statistiques-là parce qu'à l'intérieur, nous n'avons pas fait ce travail de recensement jusqu'à présent. Donc, 100 millions de Congolais,
Et nous devons traiter tous les Congolais de la même façon. Il ne doit y avoir aucun Congolais qui doit être supérieur à l'autre parce qu'il est originaire de tel coin. Je constate cette tendance dangereuse qui se développe au Katanga, où chaque fois, il y a des gens qui ont des menaces de sécession, des velléités de séparatisme. Et je veux qu'on puisse traiter ces problèmes-là avec beaucoup de force de l'État pour que le phénomène ne perdure pas. Parce que quand ça perdure, ça finira par exploser. Et il ne faut pas penser qu'on règle un problème en alignant toujours les ressortissants de ce coin-là au détriment du reste de la République. On ne doit pas donner priorité simplement aux Katangais par rapport aux Kassaïens, par rapport aux Bangala, par rapport aux Kikongophones et consorts. Tous les Congolais doivent être traités de la même façon. Maintenant, je constate aussi une tendance dangereuse, parce que l'ancien chef de l'État est allé s'installer au Katanga. L'ancien général John Numbi est allé s'installer là-bas. Mais c'est quand même curieux aussi que les tueurs des Chebeya, on les attrape toujours au Katanga. Donc il ne faut pas que le Katanga devienne le bastion du désordre congolais. Et quand il y a ce désordre-là, et on détecte cela, il faut que l'État utilise tous les moyens pour réprimer cela correctement, pour qu'on puisse mettre fin à ces velléités-là. Donc, ceux qui ont été impliqués dans les histoires des Chebeya, il faut que de façon transparente, qu'on réouvre le procès, qu'on les juge, qu'on sache exactement qui a fait quoi. Il y a des témoignages aujourd'hui très clairs qui indiquent que le meurtre a été prémédité. C'est un crime odieux, un crime d'État. Il faut qu'on arrive à mettre ces gens-là devant la barre. Non seulement les tueurs directs, mais leurs commanditaires aussi. C'est la première chose. La deuxième chose maintenant, quand il y a des gens qui s'impliquent dans des histoires qui manipulent les autres, il faut qu'on les traite comme on a traité Ngoï Mulunda. Il est allé prêcher le séparatisme ou la sécession donc, dans une église. L'État a mis la main dessus, on l'a amené devant la barre, on l'a jugé. Moi, je pense que 3 ans de prison pour quelqu'un qui a eu donc, ce comportement-là, ce n'est pas assez. Il faut qu'on se montre très dur à l'égard donc, des gens qui entraînent les autres sur cette voie-là. Maintenant, je pense que tous ceux qui sèment le désordre, que ce soit des anciens chefs d'État ou que ce soit des anciens généraux ou des trucs de ce genre-là, il faut que la loi soit là pour mettre de l'ordre et le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que ce phénomène risque de se propager sur l'ensemble du territoire national et on va avoir une situation qui est incontrôlable. Ah, c'est vrai, Joseph Kabila doit être ramené ici? Bon, il y a une loi qu'on appelle la loi sur les anciens chefs de l'État qui le protège. Pour l'instant, cette loi-là, il faudra qu'on puisse la réexaminer. Moi, j'ai demandé sur le plan financier que nous coûtait trop cher au pays, 670 000 $ par mois pour un ancien chef de l'État à qui on a donné un statut de sénateur à vie, qu'on ne peut pas poursuivre en justice pour des actes, des crimes qu'il peut commettre. Je pense juste que ce n'est pas comme ça que la République doit pouvoir fonctionner. Je pense que le nouveau Parlement, l'Assemblée nationale, avec une majorité de 78% dans les mains de l'Union sacrée, elle peut faire passer n'importe quelle loi. L'une des priorités serait d'annuler la loi sur les anciens chefs de l'État ou de la modifier, mais je pense qu'il faut annuler celle-ci et réécrire une autre qui soit beaucoup plus raisonnable. Et en ce moment-là, des gens comme des Joseph Kabila, on peut les amener devant la barre pour des crimes qu'ils auraient commis ou qu'ils pourraient commettre. Quelqu'un qui a gaspillé sa jeunesse, sacrifié sa jeunesse pour le pays, l'amener encore devant la barre, ça serait trop méchant de notre part. Ce serait de l'irreconnaissance. En quelque sorte, Président. Vous savez combien de jeunes Congolais ont gaspillé leur vie aussi à cause de Joseph Kabila, à cause de la mauvaise gestion? C'est tout le pays qui a perdu, donc tout le monde a perdu sa jeunesse ici. Donc on va préserver un individu au détriment de tous les autres. Je vous ai dit tout à l'heure là que nous avons 100 millions de Congolais. 60% de ces 100 millions sont des jeunes. Et ces jeunes-là sont sacrifiés. Ils ne vont pas dans des écoles de qualité, ils n'ont pas droit à la santé, donc ils n'ont même pas droit au travail, ils sont au chômage. Ils n'ont pas droit à la santé de qualité, ils n'ont pas des infrastructures de base. Pourquoi? Parce que pendant la gestion de Joseph Kabila, il a pris toute la caisse, il s'est accaparé de ça. Tout l'argent de l'État, il dit que ça lui appartient. Il a construit des choses avec les fonds publics et tout ça, il dit que ça lui appartient. Kingakati, GLM, la ferme de l'Espoir, la compagnie Égale, il y a la ferme là où il est allé se réfugier là-bas, vous appelez ça comment? Kachamata, toutes ces des concessions minières, des entreprises
qui devaient être des entreprises publiques, mais qui sont devenues des entreprises à lui. Mais qui a sacrifié qui? C'est la jeunesse congolaise pour qui il s'est sacrifié, ou bien lui, il a sacrifié la jeunesse congolaise? Donc, sur cette question-là, moi, je pense que ce qu'il faut, c'est que tous les citoyens congolais soient traités de la même façon. Que vous soyez chef de l'État et que vous ne soyez pas chef de Et l'État. cela est constitutionnel, Monsieur le Président? Oui, je dis bien, la Constitution exige que tous les citoyens congolais soient traités de la même façon. C'est ça que ça veut dire. La Constitution congolaise ne dit pas que vous pouvez commettre des crimes et on vous donne l'impunité. La Constitution congolaise veut que tout le monde soit traité de la même façon. Et nous voulons revenir à cette Constitution-là pour que le Congo puisse tourner correctement. Un dernier mot sur l'invitation de Kalev Mouton au parquet. Il a été accusé par Théodore, qu'est-ce que je dis, Christopher Ngoy et Mouyambo et les autres. C'est pour cela que nous avons la justice. Quand quelqu'un est au pouvoir et qu'il abuse de ce pouvoir-là pour faire du mal aux autres compatriotes, il faut que la justice donc puisse s'en occuper. Et je demande simplement à la justice congolaise de le faire de façon transparente et juste à l'égard de tout le monde. Pas de vengeance, mais pendant qu'on ne veut pas de vengeance, qu'on ne puisse pas faire de l'injustice à ceux qui ont été victimisés. Qu'on le juge comme il se doit, s'il est condamné, qu'on le foute en prison comme tout autre citoyen congolais, et puis que ça puisse servir donc d'exemple à tout le monde. Donc, Kalev a été impliqué dans beaucoup de choses. Je ne suis pas juge pour le juger, mais je veux que ceux qui ont été victimisés, les Jean-Claude Mouyambo, les Christopher Ngoy, il y en a tout plein. Oui, les militants de la Filimbi, les militants de l'UDPS qu'on a bombardés donc à Limité comme des souris, de Calciné et consorts. Donc, tous ceux qui sentent qu'ils ont été victimisés, qu'ils aillent au tribunal et qu'ils demandent que la justice soit faite et que la justice donc soit faite de façon transparente et équitable. Moi, j'aimerais, ensemble avec le peuple congolais, vous faire part d'une situation, si vous êtes informé, la situation de la régie des eaux. Vous savez que la population quinoise n'a plus droit accès à l'eau potable depuis un temps. Aujourd'hui, nous comptons plusieurs mois, c'est depuis le mois de septembre que cela bat son plein dans la ville de Kinshasa. Et nous aimerions que vous, le président Noël Tchani, puisque vous parlez de la place du peuple congolais, l'État a droit à sécuriser la vie du peuple congolais. Et l'eau fait partie d'armes de sécurité pour la vie, le bien-être de tout un chacun de nous. Et aujourd'hui, le peuple quinois n'a pas droit à l'eau potable. Le président Noël Tchani. Oui, le peuple congolais a été clochardisé. Je ne sais pas si c'est à dessein ou par incompétence, par les autorités politiques. Pourquoi? Parce que des choses qui sont dans d'autres pays banalisées, on ne parle plus d'accès à l'eau et à l'électricité, aux services publics de base. Parce que ces choses-là sont supposées être disponibles. Et ici au Congo, c'est devenu un luxe. Vous savez, les gens ont tendance à la cité de considérer que la Gombe est dans une meilleure position par rapport aux autres localités de la... Moi, j'habite la Gombe. Combien de fois on a des coupures d'électricité? Allez dans mes toilettes ici, il n'y a pas d'eau. Depuis plus de mois maintenant, on doit transporter de l'eau dans des seaux pour aller utiliser donc dans les toilettes. C'est une situation qui est invivable. C'est pour cela que je demande au président de la République d'accélérer le processus de mise en place. Tous ces gens qui sont des dirigeants de ces entreprises publiques et qui n'ont pas donné la performance qu'il faut, il faut les saquer, il faut les remplacer le plus rapidement possible. En ce qui concerne l'eau, j'ai visité tout récemment Bibois. Vous connaissez la localité au-delà du côté de l'Ancédé. Bibois, je suis allé là-bas, dans le village. J'ai marché, j'ai vu des enfants qui tiraient de l'eau dans des bidons. Il y a des bidons jaunes comme ça. Et ces enfants, ils ont pris les bagnes de leur maman, ils ont attaché à ce bidon rempli d'eau, et l'enfant était en train de tirer. Et je regarde l'enfant, une très petite belle fille âgée d'environ 10 ans, 10-12 ans. Généralement. Je me suis approché d'elle. Je lui ai dit bonjour en français. Il m'a répondu dans un français correct. Bonjour papa. Et quand je regarde, elle avait de longs cheveux. Pas des cheveux fabriqués avec des histoires des asiatiques là. Naturellement. Mais des cheveux naturels, des longs cheveux. Mais quand tu regardes dans les cheveux, il y a du sable. Et c'était visible quoi. C'était très sale. Tu regardes le visage de l'enfant, elle est très belle. Cette fille, elle est très belle. Je lui demande, mais est-ce que tu sais que tu es très belle? Elle me dit oui.
Il dit, mais comment tu le sais? Il dit, mais parce qu'on me le dit souvent. Il dit, mais ça c'est très bien. Mais pourquoi tu es si sale? Tu as vu tes cheveux, il y a du sable dedans. Il m'a dit, mais moi je voudrais bien me laver. Mais le problème c'est qu'on achète simplement des bidons, 2 ou 3 bidons comme ça. On doit garder ça par semaine pour que la maman puisse préparer à manger. On n'a pas suffisamment d'eau pour se laver. Moi, je me lave 1 fois par semaine, au début de la semaine pour aller à l'école. Mais dans quel monde nous vivons aujourd'hui? Des choses qui sont supposées être élémentaires, les choses auxquelles cet enfant a droit, tout comme tous les autres enfants congolais, on ne peut pas leur donner. À quoi sert le gouvernement? Donc, moi, je voudrais non seulement m'acharner sur la régie des eaux qui ne donne pas accès à l'eau potable pour tous les Congolais, mais je voudrais m'acharger sur le gouvernement qui doit appliquer des règles de rigueur. Exactement. Pour remplacer des mandataires qui ne font pas de leur travail. Moi, je n'ai aucune tolérance. J'avais envoyé un tweet tout récemment pour dire la régie des eaux, à partir donc du 1er de tel mois, s'il y a une coupure d'eau, la direction générale est à la porte avec le conseil d'administration. Vous faites ça avec la régie des eaux, avec la SNEL, vous allez voir que les gens vont se comporter différemment. Mais quand on ne tient personne responsable de la mauvaise performance de ces entreprises, je ne dis pas simplement ces entreprises ici, mais toutes les entreprises publiques, c'est-à-dire la régie des eaux qui donne de l'eau, la SNEL qui donne de l'électricité, la SNCC qui donne les chemins de fer, la Congo Airways qui doit donner donc le service de transport aérien, l'ONATRA qui doit... Donc, toutes les entreprises publiques, il faut les tenir responsables de leur performance. Et ceux qui ne travaillent pas correctement, on doit les remplacer. Nous sommes 100 millions de Congolais. On ne peut pas garder des équipes en place qui sont non performantes parce que ce sont des militants de tel ou tel parti. Il faut changer ces choses-là. Voilà, il faut changer. Tel sera son dernier mot, bien sûr, M. Dam. Il s'appelle Noël Djani, docteur. Un économiste, bien sûr, avéré en République démocratique du Congo. Avec lui, on a épinglé plusieurs points d'actualité dans notre pays. Il a eu à donner le point de vue et il a eu aussi à proposer certaines pistes de solutions. Chers compatriotes, acceptez qu'on vous dise merci et à très bientôt. Tango Koki avec Stéphane Balamongue.